Merci Amélie. Donc, comme nous disions avant que ça démarre, un Suisse, ça serait le Tracy. C'est pas normal. Vite, prévenons les gazettes. Absolument. C'est pas normal. Mais en plus, parce que t'as écrit des livres et tout, donc c'est encore plus Oui, mais j'ai vécu 17 ans au Québec, j'ai Ouais. écrit 3 livres. Est-ce que t'es déjà venu à Sorel? Non, Ah, ok. jamais. T'as bien fait. Mais je pense que ça va être la dernière fois que tu vas venir ici. Ah, tu crois? Probablement. Bon. Ah, la prochaine fois, si on se revoit, je vais aller C'est te toi qui rejoindre c'est toi qui quelque part. déplace. Oui, c'est D'accord. Alors, en fait, peut-être que tu as vu sur ma chaîne, j'ai interviewé un certain nombre de personnalités qui se sont illustrées avec des valeurs humanistes ces derniers mois et ces dernières années. Et donc, j'avais à cœur de venir t'interviewer pour savoir qui tu es, d'où tu viens. Je vais te poser toutes les questions d'un coup, puis après tu peux... Ah, ok, oh mon Dieu! Qui je suis, d'où je viens. Ok, c'est pas super jusqu'à là. Sorel-Tracy, je viens d'ici. Qu'est-ce qui anime ton cœur, ton âme et ton esprit? La vérité, tout simplement, c'est qu'au début de toute cette folie, je me suis pas rendu compte que, quand j'ai fait ma première vidéo, je me suis pas rendu compte que c'était pas normal ou que c'était rebelle, ce que je faisais. Pour moi, c'était tout simplement de rigoler parce que je croyais que tout le monde comprendrait ce que je voulais dire, puis tout le monde était du même avis que moi. Puis tout le monde regardait les conférences de presse à la télé en se disant... Tous les jours. Ouais, en se disant que c'est ridicule, puis qu'ils ont de l'air stupides, puis que c'est une pièce de théâtre. Mais je me suis rendu compte que non, puis que les gens pensaient pas tous comme moi. Ouais. Ça a été une grande révélation. Parce que ça faisait plusieurs années que je regardais pas vraiment la télé, que probablement que je fréquentais des gens qui pensaient plus comme moi. Donc, je me rendais pas compte, en fait, que la masse ne pense vraiment pas comme nous. Je sais que ça a l'air ridicule, là, mais pour moi, ça a été une grande révélation. Oui, moi, c'est depuis ma naissance que j'avais été classé dans les vilains petits canards. En fait, moi, à l'école, j'étais plutôt conformiste, mais pas parce que j'étais larbin, puis je voulais avoir l'autorité de mon bord. Ben oui, un peu, mais c'était plus parce que je chantais que je devais avoir des bonnes notes, puis être sage pour en finir, là. Tu sais, je trouvais ça ridicule. Les filles sont beaucoup plus comme ça. Mais c'est comme si, en fait, habituellement, les ados sont rebelles. Oui. Puis finalement, ils finissent par se mouler, se conformer à la société. Moi, c'était le contraire. Moi, j'ai dit, le temps que je suis enfant, ado, je vais me conformer. Puis j'avais les meilleures notes, là. J'étais la petite bolle qu'on dit au Québec, là. C'est une petite nerd, puis j'étudiais, puis j'étais à mes affaires. Moi, il fallait que j'aie 100%. J'étais très perfectionniste. Donc, les profs m'aimaient, mais je les trouvais un peu ridicules, tu sais. J'étais pas... j'embarquais pas dans ça. Et c'est plus tard que, après mes études, j'ai fait mon bac à l'UQAM, à Montréal. Puis quand j'ai eu terminé, là, c'est là que je suis devenue pas rebelle, mais en marge de la société. Tu sais, moi, mon idée, c'était pas de me trouver un emploi, puis d'avoir une sécurité jusqu'à la fin, mais jusqu'à temps que j'ai 65 ans, que je prenne ma retraite, ou 60... Je sais pas. Ça dépend dans quel pays. Ça dépend dans quel pays. En France, c'est 60. Là, il vient d'en sortir une excellente, c'est 63 plus 12 mois. C'est... Mais, parce que le peuple est contre 64. Donc, c'est juste une twist pour... Non, mais c'est une blague, ce que tu me dis. Je sais pas, j'ai lu ça sur les réseaux, mais tu sais, le monde est tellement complètement... Le monde est fou, je suis plus capable de vivre dans ce monde. Je pense que j'attends qu'Elon Musk, il nous envoie sur Mars. Sur Mars, oui. Ouais. Moi, j'attends ça avec impatience. Non, mais voilà. Donc, tout ça pour dire que moi, c'était à partir de... Quand j'ai terminé mon bac à 22 ans, je pense, que là, j'ai commencé à voyager, j'ai commencé à explorer. Donc, ce monde-là de conformité m'était inconnu. J'ai étudié la naturopathie. Pour moi, c'était normal. Pour moi, tout le monde savait que Big Pharma s'en mettait plein les poches avec les médicaments, puis voulait nous bourrer de médicaments, puis que c'était tout faux. Je croyais que c'était normal pour tout le monde. Oui.
C'est vrai que quand on vit dans un monde, on a l'impression que tout le monde le partage nos croyances, tout à fait. Écoute, il était temps, là, à 40 ans environ, quand tout ça, ça a commencé. Il était temps que je réalise ça quand même, que tout le monde pensait différemment, tout le monde a des types de personnalités différentes, puis c'est parfait. Et puis c'est pas du mauvais monde non plus, ceux qu'on appelle les moutons. Ouais. Il y en a plein qui sont des gens de cœur, bien intentionnés, tout ça, mais qui voient pas. C'est un autre niveau de perception. Alors c'est quoi le feu là qui est à l'intérieur de toi? Parce qu'on sent qu'il y a quand même une flamme. J'ai eu une discussion il y a quelques jours avec mon copain, puis qui a été enflammé un peu. Parce qu'il m'a dit qu'à un certain point, durant tout ce délai-là, il m'en voulait un peu. Ça a été difficile pour notre couple parce que ça a eu des répercussions sur son restaurant. Oui. Un restaurant ici à Sorel. Et puis évidemment, c'est une petite ville, donc tout le monde savait que c'était mon chum. Le chum de la fille folle sur les réseaux sociaux qui prend position puis qui a été démoli dans les médias. Donc il y a des gens qui ont boycotté son resto puis qu'il a eu peur de perdre sa business. Ça a été très, très difficile. Et mon Dieu, où je m'en allais avec ça, c'est... Donc il t'en voulait un peu d'avoir de t'être exposé. Ah oui, voilà, c'était quoi le feu? C'est que j'ai expliqué... il me disait, tu sais, t'aurais pu arrêter à un moment donné, t'avais fait ce que t'avais à faire, t'avais dit ce que t'avais à dire, puis t'aurais pu arrêter. J'ai dit, mais non, c'était pas possible. Je peux pas, devant autant de mensonges, je peux pas m'écraser, je peux pas me taire, c'est juste physiquement impossible. Pour mon âme, c'est impossible. Je serais morte. Je comprends pas les gens. Puis c'est correct, hein? Je comprends pas ceux qui sont capables de poursuivre leur vie normale comme si de rien n'était. Mais c'est correct qu'il y en ait qui le fassent. Eux, ils pensent qu'ils ont raison. Oui, ou ils sont juste inconscients un petit peu de ce qui se passe dans le monde, tu sais, au niveau géopolitique ou au niveau, tu sais, des enjeux en ce moment, parce qu'ils s'intéressent pas ou parce qu'ils ont pas le temps. Tu sais, quand tu travailles 9 à 5 du lundi au vendredi, puis t'as une famille, puis moi, ma priorité numéro 1 dans ma vie, c'est de garder une certaine liberté. Mais eux, dès qu'ils ont fini l'école, ils se sont enchaînés dans un mode de vie qui fait qu'ils n'ont pas cette liberté-là, puis qu'ils n'ont pas le temps de se renseigner ou, tu sais, de sortir de leur, comment on appelle ça sur les réseaux sociaux, leur chambre d'écho. Donc, on peut pas leur en vouloir. Ils n'ont pas le temps. Ils n'ont pas le temps, eux, de lire sur Twitter pendant des heures. Tu sais, moi, ça fait un peu partie de mon travail d'être renseigné puis de... Alors, t'as commencé à faire du spectacle quand? Ça fait très longtemps. J'avais environ 25 ans quand j'ai commencé à chanter. Donc là, j'ai 44, donc ça fait à peu près 20 ans. J'aimais chanter tout naturellement, mais je réalisais pas peut-être que j'avais un talent, ou c'est juste que je chantais, puis il y a des gens qui disaient « Ah, tu chantes bien ». Puis, à un moment donné, quelqu'un m'avait demandé si je voulais aller chanter l'hymne national au match de hockey à Sorel. Et ça a commencé comme ça. Ensuite, j'ai rejoint un groupe Ça a commencé raide. J'ai rejoint un groupe de musique qui voyageait en Asie, partout. Donc, j'ai passé plusieurs années à chanter en Asie. C'est comme ça que j'ai appris. Tu t'es entraîné à faire du stage? J'ai souvent appris sur le tas. Ouais. Sans nécessairement être déjà une professionnelle, j'arrive parmi des professionnels et j'apprends. Donc c'est comme ça que j'ai commencé à un moment donné dans la trentaine. J'ai eu un travail un petit peu plus corporatif, plus comme une grande personne. Je travaillais comme représentante de produits Ford. Donc, je voyageais un petit peu partout au Canada et aux États-Unis dans les salons de l'auto, comme pour répondre aux questions, ou faire des narrations là, tu sais, sur les gens qui disent « Oui, alors la nouvelle Ford Focus, bla 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 », alors que je détestais les voitures. Donc, c'est quand même particulier. J'ai fait ça pendant, je pense, 4 ans. Et je détestais ce travail-là. Mais c'était très, très payant. C'était une bonne job, tu sais.
comme dans le T'as fait vrai ton monde. cash. Ouais. Oui, c'est ça. Mais Ouais. tu sais, c'était une belle job bien établie dans le vrai monde, là. Et ça paraît bien dans la famille, ça. Mais la famille aime ça quand t'as une vraie job dans le vrai monde. Et à un moment donné, je l'ai perdu. Et ça a été un choc, mais ça a été le plus beau cadeau. J'étais vraiment malheureuse à faire ça. Ouais. Mais j'étais malheureuse parce que je faisais plus rien d'artistique, je chantais plus, j'avais mis tout l'aspect créatif de côté. Je pense qu'on meurt un peu à l'intérieur quand on arrête de créer. Je sais pas si c'est juste pour les artistes ou même les gens qui sont pas nécessairement artistes. Pour les gens qui s'écoutent, les gens qui sont alignés et les gens qui sont conscients de leur talent, c'est sûr que s'ils peuvent pas le faire, que ce soit pour des raisons familiales ou des factures à payer ou des trucs comme ça, ils arrivent à un moment. Il y a beaucoup de gens qui sont en dépression à cause de ça justement, parce que je peux l'imaginer. Ouais. Moi, en tout cas, ça me convenait pas du tout. Puis c'est à partir de ce moment-là, je pense que j'ai perdu ce travail-là. Merci mon Dieu. Vers 37, 38 ans, je sais plus exactement. Puis là, j'ai recommencé la musique à ce moment-là, puis jusqu'à la pandémie où tout s'est écroulé. Ça allait bien jusqu'à la pandémie où tous mes spectacles ont été annulés. Et là, ça a changé vraiment ma vie du tout au tout, là, franchement. Voilà. Même quand les spectacles ont pu recommencer tranquillement, j'étais contente, tu sais, je me dis bon, enfin, je vais vivre dans le vrai monde parce que ça faisait un moment qu'on vivait derrière notre écran d'ordinateur. Mais t'as tout un tas de gens qui te suivent quand même. T'as toute une communauté qui vit. Oui, ben surtout au début de la pandémie, c'était encore plus vivant, c'était plus actif parce qu'il y avait pas de shadow ban sur les réseaux sociaux, c'était plus organique, tu sais, on publiait une vidéo. Ben là, ça partait en fou, ça devenait viral. Les temps ont changé depuis. Aurais-tu été légèrement banni un petit peu, censuré? Ouais, un petit peu. Mais en fait, j'ai eu une campagne de diffamation contre moi dans les médias à Radio-Canada, et puis 2 jours plus tard, j'avais 2 chaînes YouTube et les 2 ont disparu en même temps. Ouais. Pour aucune raison. T'sais, habituellement, ta chaîne est fermée quand t'as 3 strikes, comme on appelle. Là. Mais il n'y avait pas de strike, il n'y avait aucune raison. Comment t'as vécu ça? Mais je vivais tellement de souffrance par rapport à ce qui se passait dans les médias que ça tu sais, quand il y a tellement une grosse souffrance, ben une autre souffrance passe un petit peu. Ouais, c'est ça, c'est pas si grave. Ça t'a touché ce qui s'est passé dans les médias? Beaucoup. Oui. Beaucoup. Je suis pas sûre que c'est complètement guéri encore. Ça a été très, très difficile. Ouais. Quand on regarde ce que tu fais, on a l'impression qu'il y a une dimension spirituelle qui t'allume, qui t'inspire, qui fait que tu te sens forte malgré tout ça. Ben, il faut avoir la foi dans tout ce processus-là, parce que sinon, mon Dieu, je sais pas ce que je serais devenue. Mais c'est étrange, je l'ai déjà raconté dans d'autres entrevues, mais c'est justement en janvier 2020, juste avant que la pandémie éclate, je trouvais que ma vie allait nulle part. J'avais eu une belle opportunité pour faire un album signé avec tu sais, un gérant connu, tout ça, tu sais, je chantais que ça s'en allait quelque part. Puis finalement, ça c'est mort dans l'œuf pour X, Y, Z raison. Et puis bon, j'avais une succession de déceptions comme ça. Il y a rien qui fonctionnait dans ma vie. En désespoir, j'avais prié, et là, je me disais, il y a rien qui fonctionne. Écoute, je suis pas une fille religieuse du tout. J'ai été élevée dans la religion catholique, mais je suis pas nécessairement religieuse, mais spirituelle. Là, j'ai prié, puis j'ai dit à Dieu, cette force, cette énergie, il dit, prends ma vie, puis fais-en ce que tu veux, là. Moi, j'abandonne, je veux plus rien savoir. Donc, au moins, si tu peux faire en sorte que ma vie, elle ait une signification, puis que mon existence soit pas vaine, tu sais, tu comprends? Parce que rien qui fonctionne dans mes affaires, là. Je pense que moi, si je lis de la patente, ça fonctionne pas,
Donc, prends en charge, puis dis-moi qu'est-ce que je dois faire. Et puis après ça, tout s'est fait comme très naturellement. Très naturellement. Ouais. Je me posais pas de questions, puis j'ai eu l'impression, peut-être que j'étais simplement comme au service, puis je faisais qu'est-ce qu'il devait être. Je sais pas si c'est prétentieux de croire ça, mais je crois qu'on peut tous être au service, tu sais, si on dit Ça fait partie de la conviction et de la croyance de certaines personnes, dont moi d'ailleurs, où on se dit à quoi je sers. Ouais. Alors j'aimerais trouver ma voie. Donc je me mets au service. Maintenant, il faut ouvrir les portes, il faut qu'il y ait quelque chose qui se passe. Et savoir comment on peut être au service, parce que c'est pas tout le monde qui a les mêmes aptitudes. Puis ah ben non. C'est pas tout le monde qui est bon pour aller faire du travail humanitaire en Afrique, ou tu sais, chacun selon ses talents. Parfois, c'est autour de chez soi, tout simplement. Hein. Parfois, c'est parce qu'on a un talent d'écrivain, puis on écrit un livre. On écrit un livre, on fait des vidéos. On fait des vidéos, on discute avec des gags. Les gens. Ben voilà. Ça. Donc, chacun sa place. C'est important qu'on soit tous à la bonne place, sinon on devient comme un cancer pour la société. Donc, ce que je ressens parmi tout ce que tu viens de nous dire, c'est que cette flamme, en fait, t'as vraiment maintenant l'impression de servir et d'être utile en essayant d'expliquer ton point de vue, ta façon de voir, partant du principe que tu cherches pas forcément à dire que tu as raison, mais que tu vois les choses autrement. Très. Ben, peut-être qu'au début, j'étais plus pris dans des dogmes que je pensais que j'avais raison. Je sais plus trop, on dirait que ça fait 5000 ans de ça, puis ça fait 3 ans. Ouais. Ça passe tellement vite, puis avec tout ce qu'on a vécu, c'est tellement fou. On dirait qu'on a du mal à réaliser qu'on a passé à travers ça, tu sais, qu'on a vécu ça, tellement que c'est fou. Ce qu'on ressent, c'est que pour toi, c'était une évidence, puis t'as avancé comme ça, sans chercher à dire aux gens, vous vous trompez, vous avez tort, vous êtes stupide. Il n'y a pas eu de jugement tellement, sauf 2-3 petites réflexions de temps en temps. Mais toujours avec humour. C'est ça. Celle que j'aime. Ouais. Et c'est intéressant parce que beaucoup de monde qui disait que j'étais méchante, condescendante, tout ça, m'en se fiant au personnage de La Vérité Brutale, qui est une caricature. C'est un personnage. J'amène un point à travers le personnage, donc faut pas l'associer à qui je suis, mais des fois il y a des gens qui avaient peut-être du mal à faire la part des choses, je les comprends peut-être, ou je trouve moi c'est évident que c'est un personnage que je jouais, mais en tout cas peut-être c'était pas évident pour tout le monde. J'ai pas été parfaite dans ce processus-là. Moi aussi j'ai contribué à la division, peut-être à amener de la haine, peut-être que moi aussi j'ai été trop loin. Tu sais, des fois dans le complotisme. Oui, mais ça c'est oui, sauf que attends, on peut dire complotisme, mais on peut dire aussi que tu jouais un rôle. Ouais. C'était un genre de stand-up. D'ailleurs, ça permet avec une caricature. Ça permet d'aller plus loin vu que c'est une caricature. Donc oui, effectivement, je me suis permis à travers ce personnage-là. Ce que je veux dire, c'est que faut toujours être en processus, puis en remise en question, en introspection, puis au bout de 3 ans, je pense que je suis beaucoup plus nuancée et tu sais, j'évolue là-dedans. C'est un processus constant aussi de sortir des dogmes, sortir des convictions que j'ai raison, puis l'autre a tort, puis essayer de... Tout le monde a raison. Oui, juste ramener le dialogue aussi entre les personnes qui pensent autrement, mais dans le respect, ça c'est le gros défi de notre ère. Oui, parce qu'il fut une époque, moi qui ai quelques années de plus que toi, avec avec les origines françaises en plus, ou très café-théâtre, très chansonniers qui ont existé et qui se moquaient, mais ouvertement des hommes politiques et tout le monde en riait. Aujourd'hui, c'est interdit. Des humoristes avant. C'est ça. Mais là, c'est ce qui fait que les humoristes, désolé s'il y en a qui nous écoutent, mais c'est plus très drôle leur humour parce que ils ont plus le droit non plus. Ils ont plus le droit. Ils ont plus le droit de se moquer. Il y aurait le droit, mais c'est parce qu'ils jouent un petit peu leur carrière, puis ils risquent de se faire canceller, puis je comprends la peur. Mais à un moment donné, tu sais, il y a eu ici au Québec un mouvement, les humoristes se sont tenus ensemble pour la liberté d'expression, un petit peu avant la pandémie. Donc, ils pourraient le faire encore.
Tu sais, je sais pas pourquoi il y a pas on a perdu cet instinct de se regrouper ensemble pour être plus fort. Chacun est individuel, puis on a peur dans notre coin, tu sais. Je crois que c'est pas que chez les humoristes. Ah non, mais c'est parce que c'est chez eux qu'on s'attend à ce qu'ils soulignent les incohérences de la société, parce que ou qui disent la vérité. Ouais. Parce que c'est ça qui est drôle. En fait, la vérité brutale, des fois, c'est très simple ce que je dis, mais ce qui fait que c'est rigolo, c'est que c'est juste les vérités que personne oserait dire. Donc, c'est ça que les humoristes faisaient avant. Les vérités qu'on fait semblant, qu'on le sait pas, puis mais quand... Est-ce que tu as fait des spectacles avec la vérité brutale? Non, jamais. Non? J'ai jamais fait mais je me considère pas comme une humoriste, donc j'ai jamais fait de stand-up sur une scène. Mais... Parce que c'est un gros travail de préparer des gags. J'imagine de préparer le texte, puis mais après ça, tu dois faut que ça soit fluide, faut que ça soit rythmique, faut le roder, faut l'apprendre par cœur, puis que ça soit fluide, faut avoir le sens du punch. Je sais pas. C'est quelque chose que moi j'aime essayer plein de choses. Je dirais pas non d'essayer. D'ailleurs, il y a une auteure qui a écrit pour des humoristes ici au Québec qui m'avait contacté. Elle avait dit je trouve ça vraiment intéressant, vraiment bon ce que tu fais, je serais intéressée à écrire pour toi. Mais t'as pas donné de suite. J'ai dit que je pourrais t'intéresser, c'est pas quelque chose que je veux faire là. Mais ouais, pourquoi pas, c'est juste que je suis barrée des médias mainstream, donc T'es interdit de louer des salles ou je l'ai pas essayé. Je vais voir, je suis en train de monter un spectacle de musique, donc je vais voir si je réussis à booker des spectacles. Je pense que si on va me louer la place ou non, ça va dépendre des convictions du propriétaire de la salle. Et peut-être du contenu de ton spectacle. De la musique, tu sais, dans le fond, c'est juste de la musique. Je chante de la musique rock, donc il y a rien de mal. Mais j'ai eu des spectacles. En fait, tous mes spectacles ont été cancellés en été 2021, juste pour mes convictions, qui je suis. Alors, ça avait rien à voir avec mon spectacle de musique, là. Donc, c'est quand même particulier. Et dans toutes ces périodes de vie comme ça, il y a eu d'autres périodes où tu t'es rebellé, où tu as compris qu'il y a des choses qui étaient pas claires, qui n'allaient pas, et tu t'es fait tasser dans le coin? Non. En fait, je pense que mon existence était un petit peu une rébellion parce que je rentrais pas dans le moule, mais je n'avais pas vraiment conscience. Pour moi, ça faisait juste aucun sens depuis que j'étais tout petite de dire je vais aller à l'école, ensuite je vais trouver un travail, je vais faire le même travail jusqu'à 65 ans, puis je vais prendre ma retraite. Pour moi, c'était impossible. Est-ce que tu ressentais que tu avais une vision beaucoup plus large? Tu ressentais que tu pouvais faire 1000 choses et puis que tu n'aurais peut-être pas le temps de tout faire? Oui, en fait, je voulais faire 1000 choses. Je me souviens, au début de vingtaine, beaucoup de choses dans le milieu artistique m'intéressaient. Puis on me disait toujours, là, tu peux pas tout faire, là. Il faut que tu te concentres sur une chose puis que tu fasses juste ça. Je dis, mais pourquoi? Pourquoi on me dit ça? Pourquoi faudrait que je fasse toujours la même chose? Tu sais, ça... Mais t'es jeune et naïf, donc tu te dis, ça doit être moi qui ai tort. Tu sais, souvent, j'ai pensé que j'avais tort puis que... Mais j'ai encore beaucoup de mal à me concentrer juste sur une chose. Tu sais, j'aime me diversifier, puis si je fais toujours la même chose, tu pètes un câble. Je suis peut-être pas super. J'ai eu des moments dans ma vie que j'étais plus disciplinée, mais c'est peut-être pas ma vertu numéro 1. J'essaie de travailler ça. Je vais être un petit peu plus disciplinée. Donc t'as d'autres projets alors où tu restes quand même dans la musique, le spectacle? Là, je monte un spectacle de musique, puis c'est quand même étrange parce que dans le monde normal, tu montes un truc, puis tu dis je vais l'offrir, puis c'est ça, ça va marcher. Là, je sais même pas si je vais pouvoir. Tu sais, tu penses qu'il y a encore des gens? Parce qu'on est quand même dans le calme maintenant, la pandémie est terminée. Mais c'est parce que ça reste vraiment incrusté pour certaines personnes, tu sais. T'es la méchante. Ouais, je suis la méchante, puis c'est pas vertueux de s'associer à moi. Donc peut-être que des événements, des festivals, ce serait plutôt au niveau des commanditaires. Tu sais, les commanditaires voudraient pas s'associer à tel événement qui engage une dangereuse complétiste. Souvent, c'est même pas le commanditaire en tant que tel, c'est qu'il y a des gens qu'on appelle les trolls
que eux, je sais pas qui les paye, je sais pas s'ils font ça gratuitement. Il y en a, c'est gratuit, mais ils sont porteurs d'une haine ou d'une vengeance intérieure. C'est incroyable. Ouais. Et eux se font un devoir d'appeler les événements C'est ça. pour faire peur aux Mais commanditaires. comme ça s'est passé avec des gens qui dénonçaient leurs voisins. Comme ça s'est passé pour, je voyais ça hier, la campagne de financement pour aider Thierry Casasnovas. Oui. Et ils ont ramassé un gros montant d'argent, puis ils ont dû terminer la campagne avant, parce qu'il y avait des procédures pour essayer de mettre des bâtons dans les roues de la campagne, et des gens qui disent ça n'a pas de sens, puis écoutez, c'est des gens qui ont envie de donner de leur argent. C'est ça. Ça les regarde. Ouais. Mais il y a des gens qui sont foncièrement même mauvais ou jaloux. Je pense que la jalousie. C'est de la jalousie. Ouais. Mais je veux dire, si on ramassait près de 100 000 euros, puis que c'est un dangereux gourou, ben, la secte, elle commence à être grande, là. Hein. Oui. Et je me dis, ces gens-là avaient pas de mal à nous voir crever, là, pendant la pandémie parce qu'on voulait pas se faire Ils voulaient qu'on crève. Oui. Donc, pourquoi que ça vous dérange, admettons qu'on se voit dans une secte? Laissez-nous dans notre secte, puis on va mourir dans notre secte, puis vous allez être bien. Oui. Donc, c'est tout le temps des incohérences comme ça, et ça m'énerve. Et maintenant, il y a un retour avec tous les effets secondaires qui apparaissent, ou de gens qui sont jaloux de ceux qui sont pas vaccinés. Et personne n'osera dire... Ben, quelques personnes sont sorties publiquement, ont dit « Ah, on s'est fait avoir, vous avez raison ». Mais il y a peu de gens qui disent « Ah, finalement, les complotistes avaient raison ». Disons que... Tout à fait. Ben, les anti-vax, les complotistes, appelez-les comme vous voulez. J'ai pas entendu beaucoup de monde parler de... Et en fait, le but n'était pas d'avoir raison. Ben, c'était juste une précaution. Ben, je sais pas pourquoi qu'on dirait ça, juste pour le trip d'avoir raison. On va, c'est ça qui est pas logique, c'est qu'on va démolir notre vie, faire du tort à notre famille. Comme moi, tu sais, j'ai vraiment créé du stress puis de l'angoisse à mon copain. Les gens dans ma famille, ça a eu des répercussions sur eux, donc je ferais tout ça juste pour avoir raison. Non, c'est parce que il me semble que c'est notre devoir de dénoncer. Tu te sens ancré avec l'humanité, au sens très large. Ben, je sais pas comment l'appeler, mais pour moi, c'est une incohérence. Puis on peut pas faire semblant, on peut pas être dans un mensonge aussi énorme puis faire semblant de rien. Pour moi, c'est pas possible. Pour moi, c'est pas parler. Comment t'as pu détecter dès le départ, alors que dans tous les pays du monde, il y avait le même discours, les mêmes plans, etc. Comment t'as ressenti, comment t'as pu détecter dès le départ cette impression que c'était un mensonge, qu'il y avait quelque chose qui collait pas? Ben, c'est que je venais de terminer mes études en naturopathie. Et je ris, non, c'est parce que dans ma tête, je me disais, mais tous les naturopathes et tous ceux qui sont en médecine, des traitements alternatifs, ben, ils doivent savoir que c'est n'importe quoi. Mais la plupart, ils se sont fermés quand même. La plupart ils ont eu peur. Adhéré, ouais, ils ont eu peur. Mais comment ça se fait que toi t'as pas eu peur? Parce que je suis très naïve, je savais pas qu'il y avait... Mais en plus, parce que j'étais pas naturopathe. En fait, j'ai étudié, mais je pratiquais pas. J'avais rien à perdre, en fait. Les gens qui ont peur, c'est parce qu'ils ont quelque chose à perdre. Moi, j'avais rien à perdre. Rien. J'avais pas d'enfants. C'est ceux qui ont des enfants vont se sentir plus protecteurs, puis j'avais pas d'enfants, j'avais rien à perdre. J'avais ma compagnie je bookais, j'avais 2 bands, puis avec un partenaire, on bookait notre band. C'est ce que j'avais. J'avais rien à perdre, j'avais pas peur. Pourtant, je suis une fille qui est très, très insécure, très peureuse, une grosse blessure d'abandon, de rejet. Donc, c'est pas normal pour quelqu'un comme moi d'agir comme ça, mais je savais pas, moi, que ça mènerait à une cancellation dans la société. Ouais. Pour moi, c'était banal. Je me souviens au début, quand ils ont commencé les conférences de presse à afficher le nombre de morts, là, tous les jours. Tous les jours. Dans tout le Canada, il y avait 200 cas, pas des morts. Il y avait 200 cas dans tout le Canada. C'est quand même 200 cas sur 38 millions, je pense.
Puis, on apprenait que la femme de Justin Trudeau avait la COVID. Fait que j'avais juste dit, c'est quand même étonnant, hein, que il y a, 0,000% de chance de... Parce que j'avais fait la règle de 3, là, pour trouver le pourcentage de 200 cas sur 38 millions. Et ça donne qu'un de ces 200 cas-là, c'est la femme de Justin Trudeau. Non, mais quelles sont les chances que ça arrive? Et là, je me suis fait ramasser sur Facebook. On me disait que j'étais un danger public de dire ces choses-là. Là, je comprends. Ça me rappelle la blague de Bigard sur la chauve-souris. C'est quoi? Ça doit être bon, ça. Ouais. Il a je sais plus comment ça commence, mais il dit de se protéger des chauves-souris. Il dit, attends, j'habite le 16e arrondissement, un immeuble avec un interphone. Bon, il y a combien de chances sur 100 pour que la chauve-souris, elle ait mon code? Bon, admettons. Elle a mon code. Puis, il décline comme ça. Et il décline comme ça toutes les chances que elle sache que j'habite au 6e, que j'habite, ouais, c'est exactement la même chose. C'était complètement ridicule. Ouais. Alors que peut-être que c'était vrai. Mais moi, je voyais ça comme une grosse opération de marketing, que la femme de Trudeau avait la COVID. Parce que c'est drôle, c'est tous les politiciens pendant la pandémie qui avaient la COVID. Les gens normaux, à un moment donné, ils arrêtaient de se faire tester, ils avaient compris l'arnaque. Mais moi, je l'ai compris dès le départ. Alors, mais non, ça l'a pas passé. Donc, j'ai vu, OK, là, c'est quelque chose quand on s'attaque à ça. En fait, le discours était, si je retraduis ce que tu dis, c'est que le discours était tellement fort, c'était tellement un bourrage de crâne, un lavage de cerveau, que... Ouais, la propagande était extrêmement forte. Et c'est pour ça que je me suis dit, je vais y aller avec la première capsule que j'ai sortie, c'était les 11 façons d'affaiblir son système immunitaire. Mm-hmm. Donc, je vais y aller avec l'humour, puis en parlant de santé et de la vraie santé à travers le sarcasme et l'humour, donc le message va passer mieux. Ça l'a bien passé parce que ça a eu beaucoup de succès, la capsule, mais j'ai reçu beaucoup de haine. Mais la raison pourquoi je savais, non seulement que ça avait l'air d'une pièce de théâtre, puis que c'était tout faux ce qu'on voyait à la télé, mais en naturopathie, on étudie ce qui se passe au niveau de la cellule et ce qu'on voit, c'est que, pour éviter toute une grande explication, mais rapidement, c'est quand l'environnement, les liquides du corps deviennent toxiques, la cellule devient comme instable, elle réagit puis elle produit des micro-organismes donc, pour entamer le nettoyage. Bien sûr. Qui fait les symptômes de grippe, exemple, ou COVID. Donc, moi, quand j'ai commencé à avoir des images en Chine, puis là, on parlait d'un dangereux virus, avant même que ça soit ici, je sais quoi ces conneries-là. J'écoutais pas vraiment les nouvelles, mais quand j'en apercevais à la télé ou peu importe, j'entendais des gens parler de ça. Même, je faisais des chroniques à la radio locale à ce moment-là, juste avant que ça pète ici, là. J'avais fait une chronique pour l'expliquer, que ça avait pas de sens, puis il faut arrêter le délire d'avoir peur du COVID. À ce moment-là, on avait encore le droit de dire ça, mais je me rappelle que l'animatrice me regardait, puis elle avait pas l'air sûre. Elle avait l'air de dire, elle est folle, elle. Mais ouais, c'est ça. Donc c'est pour ça que pour moi, ça m'étonnait même que je pensais encore une fois que c'était connu, ça. Mais est-ce que t'as pas l'impression qu'en fait, tout ce que t'as fait pendant ces 3 ans, ça t'a propulsé plus que ça t'a fait du tort? Oui, à quelque part, en tout cas, ça m'a aligné plus dans ma vie personnelle parce que comme je disais en janvier 2020, quand j'ai prié, j'étais perdue, là, je savais plus du tout. Donc, je pense que ça m'a plus alignée. Ça a donné du sens. Ça a donné du sens, puis ça m'a appris aussi à me concentrer sur ce que j'aime, ce qui me fait pas sentir bien, tasser ça. Tu sais, la vie est trop courte, donc me concentrer sur ce que j'aime, puis quand j'aime faire quelque chose, ça donne un bon résultat. Ouais. Puis aussi de pas essayer d'en faire trop. Tu sais, des fois je m'éparpille, puis je veux trop en faire, c'est encore moins efficace que de faire ce que j'ai à faire, puis ce que j'aime, puis ça va être plus efficace. Ça m'a appris à ce niveau-là. Et propulsé, c'est sûr que ça m'a fait connaître
alors que ça faisait des années que j'évoluais dans le milieu artistique, puis je gagnais ma vie, c'était correct, mais j'ai jamais été connue parce que j'étais conforme, puis je disais rien de spécial, mais c'est à un moment donné quand tu bifurques de la doxa, ouais, là tu sors du lot. Et est-ce que tu as reçu des menaces ou tu as été oui, j'ai une forme d'agression? Encore aujourd'hui, ce matin, là, j'ai encore reçu un message comme quoi j'étais responsable de la mort de Bernard Lachance. Ça fait 2 ans que je reçois ça constamment, que c'est moi qui l'a tué. Ah oui. C'est quand même particulier que j'ai jamais eu d'interrogatoire de police. Puis je suis responsable de la mort de quelqu'un, mais je veux dire, il n'y a pas eu aucune conséquence. C'est spécial là, quand même. Que la personne ce matin elle disait que c'est toi qui lui as vendu des produits naturels pour guérir du sida puis il en est mort. Wow. Bernard Lachance, il militait parce que pour lui le sida était un gros mensonge, c'était une fraude. Donc je pense qu'elle allait pas prendre des produits pour guérir du sida puisque ça n'existait pas pour lui. Donc mais je reçois des ça c'est juste mais il y a aucun lien, il y a aucune vérité là-dedans. Non, c'est tout faux. Je sais même pas moi. Ils prenaient des produits naturels, mais comme moi j'en prends, comme un médecin, comme des gens prennent mais les médias ont associé qu'ils prenaient des produits naturels pour guérir du sida. Ça, c'est très, très ancré dans la tête des gens. C'est formidable comment que les médias peuvent déformer des histoires puis ancrer ça dans la tête des gens, puis peu importe comment tu vas expliquer puis débunker le truc, ça reste imprimé là, il y a rien à faire. Mais ça, c'est juste du discours haineux, tout ça, mais des trucs comme je te frapperais avec une pelle ou je suis mieux de pas te croiser dans un magasin parce que des trucs comme ça, là. Je suis déjà allée au poste de police avec un dossier de toutes plein de menaces que je recevais, puis qui était comme l'incitateur de cette haine-là sur les réseaux sociaux, parce que tout le temps des pages de haters là, qui incitent cette haine envers nous. J'avais envoyé une mise en demeure d'ailleurs à cette personne-là. Que j'étais allée au poste de police avec le dossier, toutes les informations, puis ils l'ont pas pris au sérieux. J'avais dit, mais pouvez-vous juste peut-être aller chez eux? Tu sais, j'avais son adresse puisque j'avais envoyé une mise en demeure. Juste peut-être aller chez eux et dire, laisse-la tranquille, tout simplement. Je demande rien d'autre. Et, non, ça fait pas partie de notre juridiction, notre ce qu'on fait, bref. Fait qu'ils ont même pas voulu faire ça. Donc, mais il faudrait pas qu'un complotiste fasse des menaces comme ça à des journalistes. Là, ça fonctionne pas. Ça, c'est très grave. Mais l'inverse, il y a pas de souci. On peut dire tout ce qu'on veut sur les complotistes anti-vax, ça, il y a pas de problème. Tu pourrais disparaître. Mais tu sais, je me suis rendu compte que bon, ok, la police, je savais que la police était pas vraiment de notre bord. Ils peuvent pas, mais ils nous aident pas non plus, ils sont pas neutres. Oh, il y en a quand même beaucoup parmi les policiers qui sont pas dupes de la situation. J'ose espérer. Mais je sentais pas qu'il était t'es juste une complotiste, je vais pas t'aider. C'était plus qu'ils prenaient pas ça au sérieux. Tu sais, je chantais juste qu'il y avait d'autres chats à fouetter puis qu'il y avait juste pas envie de s'en occuper, tu sais. C'est ce que j'ai senti. Mais cela dit, qu'est-ce qui nous protège? Rien. Non, rien. On se fait canceller, ben oui. Puis c'est pas juste qu'ils nous cancellent, admettons, moi j'en ai rien à foutre qu'on me cancelle à la télé ou dans les médias, mais quand c'est rendu qu'ils nous cancellent même sur les réseaux sociaux, puis en plus ils essaient de toutes les façons possibles qu'on puisse plus gagner notre vie. Oui, c'est ça. Quand même PayPal a cancellé mon compte pour aucune raison, tu sais, quand... Et t'avais des sous dessus? Mais par contre, j'ai pu le retirer. Oui. Je gardais pas grand-chose parce que je voyais d'autres qui se faisaient fermer leur PayPal, donc je me dis, je vais pas garder rien dans PayPal. Mais l'idée, c'est pourquoi faire ça? Il y avait aucune fraude. Je veux dire, j'avais parlé à PayPal, j'ai dit, on a le droit de recevoir des dons. Oui. Bon, c'est juste ça que j'ai fait. J'ai pas fraudé personne, mais personne ne pouvait répondre. Il y a jamais personne qui peut répondre. C'est juste T'es mis devant le fait accompli. Ouais, c'est ça. Puis chaque fois qu'on peut nuire.
Donc, tout ça pour dire que je suis pas la seule, il y en a plein qui ont vécu ça, mais c'est dans le sens que tu te fais pas juste canceller, ils font en sorte que tu puisses plus gagner ta vie. Oui, tout à fait. Alors, ça va loin. Il faut te soumettre. Oui, ça va. Si tu te soumets pas, c'est j'ai l'impression que ça fait pas partie de ton caractère, la soumission. J'avais jamais remarqué ça, mais non, mais je peux pas me soumettre quand ça n'a pas de sens. Tu sais. J'aime, je suis pas quelqu'un qui est nécessairement un leader dans ma vie. Moi, quand je suis dans un groupe, je dis ben là, ça va prendre un leader qui prend une décision là, puis mais c'est pas moi, comprends-tu? Je préfère peut-être aller plus avec que tout le monde soit heureux. Tu sais, choisissez, moi ça me dérange pas. Par contre, si je dois écouter un leader qui décide puis que ça fait aucun sens, non. Alors, surtout que moi, je pourrais pas avoir un employeur ou parce que si ça va plus maintenant. Non, ça serait pas possible. Le nombre d'années d'indépendance. Même à ça, je pense pas qu'il y a beaucoup de compagnies qui voudraient m'engager au point où on en est. Mais c'est que je suis pas capable de faire quelque chose si je comprends pas pourquoi. Moi, je suis fatigante avec ça. Moi, c'est pourquoi, puis explique-moi pourquoi. Puis ça, c'est vraiment l'horreur pour un employeur, là, de devoir tout expliquer pourquoi, là. C'est fait ça, puis... Et les gens font ça. Et les gens exécutent, puis se posent pas la question. Parce que c'est dans le système, tu sais. Mon père me disait un jour, tu prends un emploi, tu creuses ta place et tu fais ta place au soleil. Ce qui déjà pour moi était un contresens de creuser son trou pour faire sa place au soleil. Mais c'était comme ça, quoi. Je veux dire, tu rentres dans une entreprise, tu fais ton trou, ou alors t'es entrepreneur, Je pense pas que c'était ta tasse de thé à toi non plus. Moi non plus, non. Comment on avait appelé ça? Quelqu'un avait appelé ça l'horreur de la fragmentation, ou tu sais, l'inconscience de ce que tu fais. Admettons, si toi ta job, c'est de créer une petite partie de quelque chose, puis tu te poses pas la question, ça s'en va où, ce petit morceau-là, mais ça s'en va pour créer des bombes, pour démolir une ville, admettons. Ben, moi, c'est pas grave, je fais juste construire cette petite... Je suis pas responsable. Je suis pas responsable. Non, ça marche pas comme ça, là, pour moi. Moi, faut que je comprenne, puis voilà. C'est bien ça, parce qu'on commence à savoir qui tu es, ce qui t'anime. Je suis pas standard. C'est quoi ta plus belle émotion? Ma plus belle émotion? Dans ces dernières années? Qu'est-ce qui est arrivé qui m'a fait sentir qui t'a quasiment fait pleurer de joie? Wow, c'est une bonne question, ça. J'ai pleuré de peine, il y en a eu pas mal dans les dernières années, ça a été difficile. Mais pleurer de joie, wow, quelle bonne question. Première fois que je me fais demander ça. Il y a eu beaucoup de moments super agréables, mais plus comme des highs de drogue, là. Tu sais, quand t'as un gros succès avec une vidéo ou quelque chose, mais une vraie joie viscérale. Il y a eu des moments où je voyais que la conscience, elle avançait. Tu sais, il y a eu des points tournants durant les 3 dernières années où... T'as vu des gens qui s'éveillaient. Ouais, puis là, on dit, wow, là, admettons, certains médias qui commencent à parler des effets secondaires. Là, ça, c'est une victoire, mais pas de là à être si heureuse de pleurer. Je pense pas que j'ai vécu cette joie ultime dans les 3 dernières années. Et dans ta vie, t'as déjà eu ça? Oui. Comme quoi? Je me rappelle, un moment donné, j'étais en Corse. C'est-tu l'île de Barque? Je sais plus. Et puis j'étais dans l'eau comme ça, l'eau claire. On voyait au travers, j'avais de l'eau jusqu'ici, puis je voyais mes pieds. Puis je regardais partout. Puis c'était tellement beau. Puis je me disais, mon Dieu, mais j'ai la chance d'être ici. Je travaillais à ce moment-là, puis j'étais en Corse. Pour moi, c'était extraordinaire. Donc là, j'ai eu comme ce moment de pure joie avec pratiquement les larmes aux yeux. Mais c'est quelque chose qui est rare. Peut-être il y a d'autres exemples, mais j'y pense pas pour le moment. Mais est-ce qu'il y a eu des personnages dans ta vie qui t'ont marqué?
Ça peut être un personnage de l'histoire, parce que t'as lu sa biographie ou t'as vu le film. Ou... Je sais pas pourquoi, depuis que je suis tout petite, j'ai vraiment un fixe sur Jésus. Ouais. Tous les films de Jésus, les livres de Jésus dans ma bibliothèque, j'ai beaucoup de livres qui sont soit des channelings, je crois pas que c'est très historique, mais la vie de Jésus qui est pas dans la Bible, là, disons à partir de 11 ans jusqu'à 30 ans environ, les années perdues de Jésus. C'est ça, ouais. J'ai cette fascination-là, même quand j'étais très jeune, là, je regardais les films de Jésus, puis j'avais cette connexion-là, cette fascination-là pour cet être. Et les scènes de la crucifixion, c'était intolérable pour moi. Là, je pleurais. T'as vu le film de Mel Gibson? Ouais. Oui. Ah, c'est épouvantable, donc C'est ça, c'était difficile à regarder aussi parce que c'était très graphique, là. C'était ouf. Mais j'ai bien aimé la série, c'est pas terminé, mais ils sont rendus à la saison 3 de Chosen. J'ai pas vu. Qui est une série qui est financée par le Vatican? Non. Par le peuple. Ah oui? Donc, par les dons du public. Ah ils ont réussi à ramasser assez d'argent pour faire vraiment une série de qualité, là, de comme... Non, j'ai vu Marie-Madeleine, oui, mais... C'est excellent de Chosen. Donc, moi, ce personnage historique-là me fascine. Et c'est un mouton noir aussi. Ouais. Il allait contre les dogmes de cette époque-là. Puis... il y avait pas peur, disons, pour aller jusqu'à se faire condamner à mort sur la croix, c'était pas un peu heureux, disons. Parce qu'il savait qu'il y avait autre chose autrement. Il est allé au bout de ses convictions, puis il était pour la vérité. Donc, c'est ça moi, au-delà de l'aspect religieux, moi, je trouve que c'est un personnage... Moi, je parle de spiritualité, parce que les religions, on peut... Ben, c'est parce que je trouve que les religions, ils stickent sur des trucs qui c'est pas nécessairement l'important. Ouais. Tu sais, ils vont parler, oui, il a fait le sacrifice de son sang sur la croix. Il était fascinant, ce personnage-là, là, bien au-delà de tout l'aspect religieux. Donc, ça, lui, il me fascine beaucoup. Aujourd'hui, j'aime bien Elon Musk. Je sais pas, il me fascine. Il est mystérieux. Puis, il y a des gens qui disent « Ah non, c'est un mondialiste. » Puis « Ah non, lui, il est du bon côté. » On dirait qu'on ne sait pas trop. On sait pas, hein. Il y a un mystère autour de lui. Mais j'aime qu'est-ce qu'il écrit sur Twitter. Il est très, très... un petit peu... Il est baveux. C'est comme moi, mon style. Il passe des vérités. Un peu provocateur. Provocateur, c'est ça. Troll. Il aime ça de troller. Qui d'autre? J'en aime beaucoup. Jordan Peterson, Ben Shapiro du Daily Wire aux États-Unis, lui aussi est très provocateur. Puis, je suis pas nécessairement d'accord avec tout ce qu'ils disent, mais j'aime qui ils sont. Puis qui osent. Puis c'est des intellectuels. Donc moi, je suis plus une fille de feeling. Donc je trouve que ça compense peut-être mon principe très féminin, très dans le ressenti. J'ai une admiration peut-être justement pour des hommes dans l'intellectuel. Ça me complète, je trouve. Ça te nourrit aussi? Ouais, ça me nourrit beaucoup. Ça t'aide à oser? Je pense que j'ai plus besoin de ça. J'ai plus de filtre. J'ai plus beaucoup de peur, mais je me dis qu'est-ce qui peut vraiment me faire de plus. Donc rendu là, puis je sais que je suis pas une personne méchante, j'irai jamais jusqu'à faire des propos haineux ou des fois je peux être très baveuse quand même là, mais j'irai pas dire inciter à la haine ou quoi que ce soit. Non. Il y a plus beaucoup de choses qui me retiennent ou j'ai pas un gros filtre là. Mais durant la pandémie, j'étais plus attirée par des femmes, qui connectaient avec moi, qui avaient plus dans la spiritualité, puis le principe féminin, tout ça. Puis à un moment donné, j'ai fait non, j'ai besoin d'évoluer vers autre chose, de me compléter plus. Parce qu'à un moment donné, si on est juste avec des gens qui sont pareils comme nous, on n'évolue plus. Ouais, c'est ça. C'est comme si je suis devenue que j'avais une attirance vers des gens qui sont complètement différents de moi.
Fait que, ouais, j'aime beaucoup... Qui te nourrissait, qui te faisait découvrir des choses. Ça me nourrit intellectuellement. Parce que j'ai été très nourrie du côté ressenti, puis du principe féminin. Fait que là, j'ai besoin de solidifier mon principe masculin, parce qu'effectivement, je suis encore facilement ébranlable, tu sais, encore... t'as toute ton émotion d'artiste. Oui. Qui est à la fois une richesse. Faut pas que tu la perdes. Non, je pense pas que c'est possible. Mais j'aimerais quand même être plus dosée, moins réactive quand il arrive quelque chose. C'est difficile. Oui, c'est difficile. Ouais, c'est ce qui fait aussi ta personnalité. J'imagine. Ouais. J'imagine qu'il y a des bons côtés à ça. Et si tu avais un message pour l'humanité? Au niveau où on est, là, ça serait vraiment d'arrêter cette division-là. Parce que là, c'est à son maximum. Je sens que l'establishment, le mainstream a exacerbé ça à son maximum, la division des gens. Puis là, on le voit. C'est comme si c'était irréconciliable tellement que les deux côtés percevaient la réalité différemment. Puis je le compare toujours à la fameuse robe là qu'on voyait. Il y avait une robe bleue et noire. Certains la voyaient bleue et noire, d'autres la voyaient or et blanc. C'était la même photo. Puis des gens qui disaient, ben voyons, or et bleu cette robe-là. Mais voyons non, t'es-tu fou toi? T'es-tu aveugle? C'est quoi? Ben non, elle est blanche et or. Puis c'était pas possible, c'était deux perceptions différentes. Donc c'est la même chose qu'on vit. Les gens perçoivent la réalité de façon tellement différente. Je sais pas comment ça peut être réconciliable, mais la seule solution, ça va être de ramener le dialogue. J'ai l'impression que les gens attendent le retour du Messie. Ben, je pense que les chrétiens et certaines religions attendent le retour du Messie, mais moi, je crois plutôt que c'est le retour de cette conscience christique-là à l'intérieur de nous, que là, on n'est plus à l'époque de le 2000 ans, qu'il y avait un prophète puis qui prêchait pour élever la conscience de milliers de personnes. Là, on est tous un petit peu, on devrait tous être un petit peu les prophètes. Responsables de... Ouais, c'est ça. On a pu attendre le sauveur, là. En plus, on a tous les outils en main pour se prendre en main puis devenir ce prophète-là, tu sais, devenir des petits philosophes puis des petits sages, des petits Yoda qui grandissent en sagesse, mais on dirait que c'est le contraire qui se passe. Oui, c'est fait pour. Ça fait peur. Tout ce qui se passe en ce moment avec l'agenda LGBT puis wokisme, le wokisme, les finances bancaires. Puis je comprends pas qu'est-ce que l'autre côté voit de bien dans ça. Puis c'est encore une question de perception. Tu sais, pour eux, ils voient ça comme l'ouverture, la bienveillance. À moins qu'ils voient ça comme la décomposition de la société, la possibilité, et les gens ne le voient pas, ceux qui rentrent dans toute cette logique-là, qui sont en train en fait de s'auto-détruire sur le plan spirituel, en fait ils vont disparaître. Et peut-être que c'est le but de ce qu'ils sont en train d'organiser, que tous ces gens qui vont dans le sens s'auto-détruisent. Donc, ok, c'est intéressant parce que j'ai entendu cette hypothèse-là que ça pourrait être en haut des gens bienveillants qui mènent la pièce de théâtre. C'est ça. C'est évidemment des méchants, mais que ça pourrait peut-être être des gens bienveillants et qui comme tu fais. Si tu relis l'histoire, la décadence de Rome, la fin des empires, c'est à chaque fois ça s'est terminé comme ça. Mais c'était comme orchestré, bien sûr, comme ça, pour mettre parce que les gens, en lumière la décadence. Souvent, ce que j'explique, c'est que tu regardes, il y a eu des empires extraordinaires, que ce soit l'Éthiopie, la Chine, l'Égypte, la Grèce, Rome, etc. Ce sont des peuples qui démarrent souvent avec une dimension spirituelle et philosophique. Ils réfléchissent, ils essayent de comprendre pourquoi, etc. De là, ils transforment la matière et créent des richesses. Ouais. Donc, il y a des marchands, les richesses circulent, il y a de l'enrichissement, etc. Et dès qu'il y a de l'enrichissement, il y a des gens qui ont une âme mercantile, complètement pure, qui disent, et qui sont boulimiques en fait, je veux du fric, du fric, du fric. Ils s'aperçoivent qu'avec le fric, ils peuvent acheter le pouvoir.
Donc, c'est à partir de là qu'une bascule. Alors, il commence parce qu'à la limite, il y en a qui s'enrichissent, puis mais que le reste de la population arrive à vivre ou à survivre comme correctement. Elon Musk, par exemple, qu'on pourrait imaginer qu'il s'enrichit, mais qui est pas, il veut pas le mal de la société. C'est ça. Donc, s'il y a des gens qui ont cette pathologie, cette boulimie de fric, qu'ils l'exercent et puis... Pas juste de fric, mais de corruption, de sexe, alors, de tout. Là. Après, justement, ça bascule parce que du coup, l'argent leur donne accès à tout. Mm-hmm. Bon, donc ils ont accès à tout, puis c'est là que l'homme ou l'humain commence à se dépraver au niveau du pouvoir, au niveau des règles, au niveau des lois, au niveau des passe-droits, au niveau de la corruption, etc. Et tu regarderas, tous les empires se sont effondrés. À partir de, mais est-ce que c'est long habituellement? À partir que ça commence à basculer? Je pense qu'à notre époque, ça va être beaucoup plus rapide. Avec les réseaux sociaux, oui, c'est ça, plus rapide. Mais j'aime cette façon de voir parce que ça donne de l'espoir de dire que c'est orchestré pour l'effondrement de cette mentalité. Et si tu reprends la Bible, mais ça c'est une version tout à fait personnelle de la Bible, c'est que j'ai l'impression qu'aujourd'hui les complotistes, c'est Moïse qui sort d'Égypte avec son peuple, la mer s'ouvre, et puis il y en a qui disent j'irai pas, et trop tard la mer est fermée. Donc fallait avoir la foi pour traverser. Ça, exactement. Ouais. Et moi j'ai cette vision où je me dis, en fait on est peut-être des complotistes, mais on est en train de sortir d'Égypte. J'aime ça. Première fois que j'entends cette métaphore. Tu vois? Mais pourquoi les dirigeants, peut-être pas en haut, mais au niveau gouvernement et tout ça, qui poussent cet agenda de, tu sais, ce wokisme-là à outrance. Ils obéissent, mais compte, eux autres qui font leur propre destruction. Ils ont été mis en place, non pas pour leur compétence, mais pour leur obéissance. Oui, c'est pas nécessairement des QI supérieurs. On est d'accord. On se le dit. Donc ils obéissent à un plan. Ça leur permet de s'enrichir et d'avoir du pouvoir et de décider ce qu'ils veulent quand ils veulent. Et que si demain matin t'as un accident de voiture bizarre, t'auras un accident de voiture bizarre, moi aussi d'ailleurs. Donc ils seront pas inculpés. Ils seront pas inculpés. Non, ça remontera jamais jusqu'à eux. Et puis on aura débarrassé le plancher. Voilà. Donc ils ont ce pouvoir sur l'autre, si tu veux. Et ça leur donne une stature, ça leur donne une posture. Ils sont vides spirituellement. Ils seraient probablement vides dans leur existence si c'était pas de ce pouvoir-là. C'est ça, exactement. Le prestige, l'argent. Donc ça leur permet d'exister. Est-ce que que je disparaisse demain ou pas, c'est pas le problème. Ce qui me rassure, c'est qu'un jour ou l'autre, ils vont en prendre conscience. J'ai fait de l'accompagnement en soins palliatifs, et très souvent, les gens, au moment de partir, d'abord, ils ressentent qu'on vient les chercher. Ah oui? Ouais, ils savent que le moment est venu. Le moment est venu, on vient me chercher, et puis, moi, j'en ai eu qui me prenait la main, qui me serrait fort, et qui me dit, j'ai peur, j'étais pas correct, j'ai fait des choses que j'aurais pas dû, je me suis pas réconcilié, et là, tu sens qu'il y a un stress, une peur, mais panique, pire que si on lui disait il y a la guerre, il y a des bombes qui vont tomber. Ils ont cette conscience qui passe dans une autre dimension, dans un autre monde, et que peut-être on va leur demander des comptes. Au moment de leur mort, ils ont cette conscience, mais ils ont pas envie. Qu'ils avaient peut-être pas durant leur c'est ça, vécu. exactement. Wow. Il y a une prise de conscience qui se fait au moment où ils passent dans l'autre monde. Et alors ils ont peur parce qu'ils savent pas ce qui les attend, et il n'y a pas grand monde qui soit revenu. Et puis donc ils ont peur qu'on leur demande des comptes, et surtout ils ont une peur terrible parce que ils ont menti, ils ont triché, ils ont volé, ils ont corrompu, ils ont ceci et cela, et ils ont l'impression qu'ils peuvent pas partir avec ça, mais que là ils sont quand même obligés de partir. Tu vois, cette espèce de... Oh, ça doit faire peur quand même. Voilà. Et je parce peux dire qu'on sait pas ce qu'il y a à l'autre bord. Peut-être qu'effectivement, je crois que c'est le pire moment que ces gens-là vont vivre. Mais ils peuvent pas y croire. C'est peut-être la seule consolation, puis même à ça, j'ai pas envie d'un faire qui soit malheureux. Il y a pas de vengeance à avoir. Non, je veux pas me venger. Mais je me dis, ils sont pas au bout de leur... Ces gens-là vont souffrir. Mais en même temps, plus qu'ils ont fait souffrir les autres. Je sais pas si la peine, s'il y avait un jugement dans l'au-delà, si la peine est vraiment grave
la plupart de ces gens-là, je crois qu'ils savent pas ce qu'ils font. Absolument, ils obéissent. Ils sont pas vraiment super intelligents. Il y a vraiment ceux qui sont tout au-dessus. Et je crois probablement qu'ils font la bonne chose, eux. Mais qui est un truc illogique, parce que si tout s'effondre, ils vont gagner leur vie comment? Ils auront du pouvoir sur qui? Ils perdent tout. Donc, si tu veux, il y a... C'est intéressant. Mais j'aime cette façon de voir que tout ça est mis en place pour leur effondrement. Tu commandes le bouquin de Klaus Schwab. J'ai pas pu tout lire, c'était une lecture immonde. Ah, c'est immonde. C'est immonde, c'est sûr. C'est épouvantable, mais en même temps, ils l'ont écrit, ils s'en cachent pas. Il faut que ce monde-là s'effondre, parce que là, en ce moment, ça n'a plus de sens. C'est du pur... Juste, tout à l'heure, ce que tu m'as dit, là, que l'âge de la retraite, c'est rendu 62 ans et 12 mois. C'est quoi cette délire? On est dans le mensonge permanent. On est dans le mensonge, dans les valeurs inversées, le bien et mal, le mal et bien. Les bonnes personnes qu'on encense dans les médias sont probablement des criminels, puis on s'acharne sur les bonnes personnes. Je sais pas qui est le personnage Donald Trump, je le connais pas, mais juste à voir leur acharnement, je me dis ça doit être une très bonne personne. Absolument, on finit par... On finit par juste voir toujours le contraire. Ils vont en faire une victime. Et que ça va probablement l'aider. C'est ça. Et il peut faire campagne même s'il est en prison. Exactement. C'est formidable. Et c'est rendu là, et je pense que ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, en tout cas sur Twitter, surtout sur Twitter, c'est que les gens voient clair. Il y a juste les politiciens, les gens dans la gamique qui vont défendre ces valeurs-là, mais le peuple voit clair. Oui, de plus en plus, il y a un éveil. Donc, ils jouent une pièce de théâtre, ils font semblant dans leur petit monde à eux, là. Ben, ils peuvent faire semblant tant qu'ils veulent. Absolument. Les gens voient. Puis les gens ne leur font plus confiance. Donc, il reste juste à ce que ça s'effondre. Il faut que ça s'effondre. Mais ils voient pas, tu sais, c'est comme les médias ici, ça doit être la même chose en France, en Suisse. Les médias ici, ça va pas bien. Tu sais, ils perdent de l'argent, ils s'en vont vers la faillite. Mais ils se rendent pas compte qu'ils créent leur propre... Ils font partie du système, ils obéissent à ce qu'on leur dit. Donc c'est pour ça qu'ils reçoivent des subventions. Puis quand les subventions sont interdites, ils reçoivent des millions en publicité. Alors ils détourné, mais ils se rendent pas compte que s'ils perdaient ce support-là, mais ils sont pris. Ils peuvent plus. Une fois que t'es corrompu. Ils peuvent plus virer devant. C'est un jeu comme dans la mafia. Une fois que t'es corrompu, tu peux pas revenir en arrière. Non, c'est ça. Parce que on le sait que t'es corrompu, on a les preuves que t'es corrompu. Donc si tu reviens en arrière, on va te dénoncer. Sauf que les journalistes en tant que tels peuvent encore quitter le navire. Les journalistes peuvent quitter le navire en disant je me suis trompé, je me suis fait avoir, je me suis fait manipuler, j'ai menti volontairement, j'avais pas le choix, il fallait que je paye mon crédit. Là, à la limite, on peut comprendre si tu veux. Ah, moi, je suis très compréhensive. J'ai pas de problème à pardonner. Mais une fois. Il y aurait besoin d'une petite réparation aussi, parce qu'il y a des gens qui ont vraiment été démolis par les journalistes. Donc, si cette personne-là démolit... On peut pardonner, peut-être un petit mea culpa envers certains individus serait apprécié. C'est ça. Mais moi, en tout cas, je quitterais le navire à leur place. Je pense qu'il est temps, C'est last call, là, parce que non, ça va pas s'en aller en s'améliorant. Mais là, je vois, je sais pas qu'est-ce qu'ils essaient de cacher en ce moment. C'est la mode là encourager, défendre les drag queens là, sur les réseaux sociaux. Non, je pense que ça fait partie du spectacle. Oui, mais peut-être qu'ils veulent attirer notre attention ailleurs en ce moment. Parce qu'il y a les banques qui peuvent s'effondrer, parce qu'il y a des lois qui sont en train de passer et dont personne ne parle. Il y a des contrats qui sont passés avec des très très grosses firmes dans tous les sens et dans tous les domaines. En fait, ils sont en train de distribuer l'argent avec tous les petits copains et on voudrait surtout pas que les gens s'intéressent à ce genre de choses. Donc, on leur fait un petit spectacle de drag queen. Oui. Voilà.
Oh, c'est cute, hein? C'est ça. Ah. Ouais, ça donne du sens à Les enfants aiment tellement ça, les drag queens. Absolument, Tu sais, tu leur demandes qu'est-ce qu'ils veulent voir aux enfants. Non, une drag queen! Ah oui. Automatiquement. Qu'est-ce que tu veux pour Noël? Une drag oui, queen. Exact. Ils sont tous fous des drag queens. Ouais. Ah, c'est clair. On va les retrouver en Barbie drag queen et puis en Kent drag queen dans les grands magasins. En tout cas, j'espère que ça va s'effondrer avant que je sois une personne âgée, parce que j'ai pas envie que ça soit ces gens qui dirigent la société quand je vais être On vit une période extraordinaire de transformation. Quand même. C'est quand même une chance d'en faire partie. Absolument. On s'est incarné aujourd'hui, pas pour rien, j'ai l'impression. Certainement. Alors, on admire le spectacle et l'effondrement imminent de cette folie. Ouais. On a un très joli spectacle. J'aime ton positivisme. Merci Amélie. Merci beaucoup Didier. Merci d'être venu jusqu'à moi. Ouais, dans ce jour de glace. Oui, c'était pas une très bonne de journée. Hein? Ouais, je sais pas comment ça va se passer. On entendait même la glace, sur les vitres. Oui, c'est ça. Mais merci de t'être déplacé jusqu'à ça. Voilà. Je vais, découper tout ça. Et puis, merci d'avoir été à l'écoute tous, chers amis.